Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Mandarin TV pour ce nouveau numéro des Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, comme nous clôturons à Paris la semaine des créateurs, avec une douzaine d'expositions dans tous les beaux endroits de Paris. J'espère que vous avez la chance d'aller les voir. Eh bien, j'ai la chance de recevoir Anne-Marie Sargueil, et Anne-Marie qui est présidente de l'Institut français du design. Alors, Anne-Marie, elle a une carrière quand même assez époustouflante. Elle a commencé dans les cabinets ministériels, avec les petits hommes gris. Et puis après, elle a mal tourné, elle s'est rapprochée des créateurs et des artistes. Le talent l'anime dans sa vie, d'après ce que j'ai compris. Et elle est rentrée dans le cabinet de Raymond Lévy. Raymond Lévy qui était notre grande référence en termes de design. Et elle est rentrée dans cette institution, cet institut, qui s'appelle Institut français du design, qui a été créé en 1951, ça n'est pas d'hier, et qui remet ce fameux prix qui s'appelle Janus. Alors déjà, Anne-Marie, je voudrais savoir comment tu as fait ce lien entre les cabinets ministériels, la création, et tout d'un coup tu es devenu dans l'institutionnel, parce que tu représentes quand même une institution en France et beaucoup à l'étranger. Alors parle-nous un petit peu de cette passerelle qui a fait que tu es entré à l'Institut. Alors en fait, c'est toujours une rencontre avec des hommes. Alors en l'occurrence, l'homme en question, c'est mon père. Quand j'étais étudiante, il trouvait que l'Institut français du design qu'il présidait à l'époque avait besoin de quelqu'un qui lui donne un coup de main, et il m'a demandé d'aller, de passer, prendre le courrier. Seulement en passant prendre le courrier, il y avait des étudiants qui faisaient HEC, qui faisaient des mémoires. Je trouvais que c'était quand même très intéressant. Puis voilà, petit à petit, les choses se sont faites. Je suis d'une génération où j'ai eu la chance d'être cooptée. Les rencontres ont fait que, à l'époque, qui était différente de maintenant, on vous disait est-ce que vous voulez bien faire une mission, vous qui connaissez ça, est-ce que vous voulez bien faire ça, Monori qui s'intéressait à la consommation m'a dit est-ce que vous voulez bien m'accompagner, je voudrais tous les ministres de la consommation en Europe, est-ce que vous pouvez les faire venir? Moi qui ne savais pas ce que c'était, j'ai dit oui. Et petit à petit, le oui m'a entraîné jusqu'au jour où les designers m'ont dit mais attends, il faut que tu t'occupes de nous, il y a un institut là qui dort un peu. Et j'ai trouvé ça passionnant. Ça fait 40 ans maintenant que je m'en occupe. En effet. Alors, l'Institut, on sait ce que c'est. On a l'Institut de France, plein d'instituts, Institut de beauté, parce qu'on est proche de la beauté. Et puis, l'Institut, donc, français, on est ô combien français, parce que la France est un pays de création depuis fort longtemps. Et le design, et quand on regarde qu'est-ce que c'est que le design, en fait, c'est un mot français qui vient du mot désigner, c'est-à-dire, à la fois, il y a ce jeu très Janus entre le dessin graphique et le dessin, l'idée, l'objectif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer ce fait que quand on dessine un objet, en fait, on le dessine pour une utilisation, et le design tel qu'on définit, je me souviens de la publicité de Jacques Séguéla, qui avait fait pour Roche et Beaubois, merde au design. C'était une grande campagne publicitaire, il y a au moins une trentaine d'années. D'ailleurs, un jour, je lui ai rappelé, il l'avait oublié, Jacques. Quand même, c'était mon boss pendant quelques années. Eh bien, le design, ça n'est pas de l'art pour l'art au départ. Cette année, nous célébrons les 100 ans de l'art déco. Alors, l'art déco, c'est de la déco, c'est pour faire joli. Mais ça vient quand même de l'industrie, puisque c'était, je le rappelle, l'exposition universelle des arts industriels et décoratifs 1925. Mais le design en tant que tel qu'on comprend, c'est plus pour l'utilisation. Alors j'ai trouvé les 5 E: économie, ergonomie, esthétique, éthique, émotion. Alors les E. Alors sans aller dire comment est-ce qu'on peut expliquer que le design en fait a une véritable fonction? Et aujourd'hui, quand on voit, alors on va parler après des grandes stars du design, finalement, à quoi ça nous sert dans la vie, le design? Bon, je crois que tu as dit tous les mots que j'aurais aimé entendre de la part d'un patron d'entreprise. C'est-à-dire que derrière la beauté, c'est la beauté utile, donc on commence à introduire la notion d'usage. Derrière la notion de dessin, tu as tout à fait souligné qu'on pourrait l'écrire E-I-N. En cela, il est vraiment bien français et latin. Et c'est ce que moi j'ai trouvé dans la relation avec l'Institut, qui autrefois s'appelait, enfin le label s'appelait autrefois Beauté France, et il y avait un BF inversé. Et ce BF inversé, qui était évidemment l'idée un peu du fléau, avait été rajeuni par un des grands graphistes de l'époque. Nous n'étions pas nés à l'époque, puisqu'il avait refait la feuille d'impôt, etc., Roger Excoffon. Et lui, un homme très cultivé, s'est dit, mais au fond, dans cette dualité inversée, il avait imaginé l'image du Janus. Quand moi j'ai été élue,
j'ai capitalisé sur cette notion de Janus. Je ne voulais pas dire design parce que je savais que les entreprises étaient un peu réfractaires à la notion de design et d'esthétique. En revanche, la notion de Janus, elle amenait la dualité, elle amenait l'art et l'industrie, parce qu'il faut relier des... Oh, dis donc, j'espère que là, vous allez bien couper. Il faut relier ce qui nous paraît difficile à mettre ensemble, c'est-à-dire l'utile et l'esthétique. Toutes ces notions, elles ne sont pas évidentes pour les Français qui aiment bien les cases. Pour les Américains, aucun problème, il faut que ça se vende. Napoléon traitait les Anglais de boutiquiers, mais au moins ils avaient un sens réel de ce que devait être le design, c'est-à-dire je conçois, je pense, pour un utilisateur, et même plus aujourd'hui pour tous les tiers. Donc finalement, moi ce que je fais avec le label Janus, c'est que j'invite, c'est un label et pas un prix, j'invite des candidats à présenter leur démarche, que ce soit EDF avec la Novasque, Mathieu Lehanner qu'on a connu, qui a fait le tour du monde, enfin, dont la notoriété maintenant est mondiale, mais aussi les startups qui vont aller au CES, mais aussi un chariot élévateur, un dispositif médical. Chaque fois, c'est en quoi je fais gagner de l'argent à l'entreprise, en quoi je fais gagner de l'argent à l'utilisateur, et du gain de temps, de plaisir, de confort à l'utilisateur. Donc c'est très difficile pour nous qui avons l'esprit de case de comprendre que le design, c'est pas seulement de l'esthétique, c'est pas seulement du joli, c'est de l'efficacité pour qu'on vive mieux. Alors, Marcel Dassault, que j'ai eu la chance de croiser... Un bel avion. Voilà, il disait, Marcel Dassault, le grand-père, quand un avion est beau, il vole. Bien. Et ben voilà. Il vole. Alors, c'est quand même très étonnant d'écouter ça. C'est la meilleure définition. Est-ce que la beauté emmène un usage, ou est-ce que c'est l'usage qui va créer les formes nécessaires? Qui fait quoi? Moi, ce que je vois en ce moment dans ce plateau, je vois la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est l'art et l'industrie. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'usage, à part que c'est une identité de la France, qui est quand même une réponse en termes d'usage. Mais l'art et l'industrie, c'est ce qui doit être relié en France. C'est notre culture. Donc, il y a du savoir-faire. Donc, on est dans le pays de la tradition des arts décoratifs. Avec ceci près, c'est que les arts décoratifs, ça donne beaucoup du design dans le mobilier. Le mobilier, le luxe, c'est pas toujours ce qui fait qu'on croit que c'est du design industriel. Moi, je viens plutôt du monde du design industriel, comme tu l'as rappelé, de l'équipe de Raymond Lévy, qui travaillait pour la Shell, comment on distribue l'essence, qui travaillait pour De Dietrich et qui faisait des machines qui sont exposées au MoMA. Voilà, je viens de ce monde-là, plus que du monde de la décoration. Alors c'est vrai que quand on dit design, on se dit c'est des boutiques chères, Boulevard Saint-Germain, on va pas citer de marque, enfin tout, le mobilier sublime, les très jolies choses. Oui, soit. Mais en même temps, quand on fouille un petit peu, on voit qu'il y a des objets, par exemple cette fameuse chaise dont j'ai oublié le nom, qui existe depuis Napoléon III, les chaises de bistrot. Non mais il y a Tolix, que tu connais, et la chaise bistrot. La chaise bistrot, les bancs dans Paris. Bon, et ça, c'est du design, Fermob. Mais c'est du bas de gamme pour tout le monde. Fermob, ça peut être du haut de gamme. Ça peut être aussi du haut de gamme. Il y a pas, le fonctionnel n'est pas forcément le produit d'entrée de gamme. Il y a des produits haut de gamme. Il y a mais le très mauvais exemple pour nous, c'est en général le designer à la mode qui va faire un canapé sur lequel il vaut mieux poser ses yeux que ses fesses, souvent, et qui se vend pas forcément très bien, ou en tout cas à l'unité. Moi, ce design-là, je ne sais pas le récompenser. Alors, on va parler de récompense, mais c'est vrai que souvent les créateurs, comme les architectes lorsqu'ils font un immeuble dans Paris, veulent surtout qu'on parle d'eux. Bon, chacun fait sa pub, alors qu'on néglige un petit peu l'utilisation du grand public, qui va quand même effectivement tester, voir s'il y a du confort, s'il y a de la durabilité, s'il y a de l'entretien facile, s'il y a un plaisir visuel, parce qu'aujourd'hui c'est important. Ça ne coûte pas plus cher de faire du beau que du moche. Quand on a les mêmes outils, encore faut-il avoir la volonté d'apporter quelque chose. Alors nous, en France, on a quand même pléthore de créateurs. Alors, je recevais ici donc une grande créatrice de Saint-Étienne. Et Saint-Étienne est une ville, Orlan, tu dois la connaître, bien sûr, qui vient l'artiste et qui me disait, qui est effectivement stéphanoise. Voilà, stéphanoise me disait, oh là là, ce bled, heureusement que je l'ai quitté. Je dis, mais non, il y a quand même l'école qui apparemment et la Biennale qui a généré beaucoup d'événements. Voilà, et il y a énormément. Alors nous avons, dans notre histoire, disons, du dernier siècle, nous avons beaucoup de noms alignés dans des métiers qui sont aussi bien l'architecture, le mobilier, les objets domotiques, l'automobile, tu parlais de Lehanner, etc., etc. Enfin, on a quand même, d'où vient en France ce grand talent que nous avons, on va dire un peu depuis le Corbusier, tous ces gens-là, on est une image de marque internationale quand même. Je pense que le premier talent, j'ai bien aimé que tu cites des exemples plus anciens.
En fait, quand Colbert a décidé d'aider les artisans d'art pour aller à l'international, il a bien relié ce qui était d'abord un savoir-faire artisanal avec une perspective de marché, donc de modélisation. Je pense que le design, il est né dans les Gobelins. Est-ce que les Gobelins, c'était du voilà. design? Moi, je pense que peut-être la grande force qu'on retrouve chez les Français, il y a quand même cette recherche de l'élégance et de l'excellence, qui est peut-être d'abord dans la main de l'artisan, qui est tout le temps à la recherche et dans une quête de cette élégance et quand même de la démarche de l'excellence qui fait qu'on reproduit le geste jusqu'à ce qu'il soit beau, économique, utile. Et puis petit à petit, tu fais naître le design. Mais il n'y a pas que la partie, j'allais dire, esthétique et patrimoniale du design. Il y a des entreprises, je suis désolée, elles ne sont pas françaises, mais quand tu vois Apple, c'est évidemment un bon résultat de design. C'est facile à utiliser. La notion d'usage, c'est un bon baromètre. Et on a beaucoup d'entreprises françaises qui commencent aujourd'hui à comprendre que le design, ce n'est pas uniquement du joli. C'est un utile qui va bien se vendre et qui doit avoir les 5 E. C'est-à-dire, c'est économique, c'est esthétique, c'est pratique, donc dans l'ergonomie, éthique et émotion. Alors l'éthique, c'est intéressant parce que c'est ce qui nous permet d'introduire la notion du développement durable. Aujourd'hui, on doit choisir les matériaux, on doit choisir des partis pris qui tout de même font des économies en termes d'énergie. Donc on voit bien que au final, il faut qu'il y ait un produit qui soit agréable. On a beaucoup de centres commerciaux. Tu sais qu'on est un pays où on a fait naître les premiers centres commerciaux. Aujourd'hui, un centre commercial sans designer, tu n'iras pas. Parce qu'il y aura je pense à ceux à la Fnac, qui était un des premiers magasins qui a eu beaucoup de succès. Mais il y avait un parcours client, il y avait une identité visuelle, il y avait une relation avec les vendeurs sur la manière de présenter les produits. C'est du design. Dès qu'il y a de la conception, c'est du design. Dès qu'il y a du dessin, EIN, c'est du design. Et après, le dessin. Le problème dont nous parlons, c'est l'émotion. L'émotion, c'est très important quand on a un objet industriel dans les mains. Et ce que je me pose comme question, c'est est-ce que l'esthétique, finalement, définit le produit ou est-ce que c'est son usage qui va définir le produit ou est-ce que c'est un petit peu les deux? Moi, je pense que l'émotion, c'est un mot très fort. Il est d'ailleurs dans les 5 E que tu citais tout à l'heure, parce que l'émotion, c'est ce qui me donne envie. C'est ce qui fait que je vais comprendre comment ça marche, que je vais rentrer dans le projet. Et je pense que c'est la première chose qui doit être... Enfin, c'est pas la première vers laquelle on vise, c'est celle qui montre que la synthèse est juste. Mais c'est un peu une résultante, parce que je pense que l'émotion, il n'y a rien à ajouter. C'est en soi une synthèse pour moi. Alors oui, mais quand je regarde par exemple les œuvres d'art du passé, on va citer simplement le statuaire du château de Versailles, ou on va citer nos grands monuments parisiens avant Haussmann. Bon, ça, il y a une émotion, il y a un message, il y a un dessin, 2SEIN, il y a un objectif quand on crée des grands monuments, donc il y a une fonction. Mais cette fonction, elle est représentative de l'État, de la royauté, de l'empire, Oui, par exemple, mais c'est pas fonction de je mets ma paire de lunettes, je mets dans ma poche, c'est un autre usage, mais il y a un usage quand même. Chaque fonction et chaque usage, tu le dis très justement, a sa raison d'être. La fonction, c'est de donner une signalétique, c'est de donner une identité du message de l'État, c'est de donner un repère peut-être dans la ville, donc il y a toujours une raison d'être. C'est pas gratuit. Il y a des démarches artistiques qui sont entre guillemets plus gratuites, mais quand il y a une statue dans une place, elle a une fonction. Nos présidents de la République, pour être dans notre époque d'aujourd'hui, on s'est signé un monument, que ce soit évidemment François Mitterrand, Georges Pompidou, on en parle en ce moment. Oui. Bon, Emmanuel Macron, apparemment, il va faire quelque chose au Louvre, quand on aura retrouvé les bijoux. Voilà. On les retrouve. Chacun veut signer son époque. Jacques Chirac a son musée. Bon, donc le monument lié à la présidence de la République, qui est quand même chef de l'État, c'est un message de pérennité et de choix, parce que Jacques Chirac, c'était ce qu'il aimait, c'est-à-dire l'Asie et les arts premiers, par exemple. François Mitterrand, c'était un grand intellectuel, il a une bibliothèque, voilà, etc., etc. Bon, la pyramide du Louvre. Et donc, je crois que chaque... la Grande Arche, non, mais tous ces monuments-là, c'est du patrimoine et de l'innovation. Parce qu'à la fois, ils ont une démarche patrimoniale et artistique, avec des grands concours d'architectes, mais il y a aussi une fonction, puisque ça peut être un opéra, ou ça peut être
être des musées, ou ça peut être des collections. Donc, de toute façon, il y a une fonction. C'est pas totalement gratuit. Ça n'est pas qu'une enveloppe. Mais ce que je veux dire, c'est que la fonction dont on parle aujourd'hui, quand on parle communément de design, c'est plutôt ce que je mets dans ma poche, la voiture dans laquelle je monte, des objets plus que nous utilisons, nous, en tant que citoyens, alors que le statuaire ou l'Opéra de Paris, qui était quand même aussi une manifestation insensée de Napoléon III, à son époque, on regarde, on peut rentrer dedans, assister à un opéra, mais c'était une communication gigantesque sur le prestige du pays et du monarque. Alors, je pense que ce qui doit te gêner, c'est typiquement français. C'est-à-dire que pour nous, pour les anglo-saxons, le design, c'est quelque chose de global, c'est de la conception. Nous, on a fait du design un adjectif. Alors, dès qu'on dit c'est design, évidemment, on a envie de s'apparenter à quelque chose de moderne, à quelque chose de contemporain, et on ne situe pas du tout le lien avec le chariot élévateur, le dispositif médical et le centre commercial. Alors que dans la démarche que moi j'entreprends et du monde d'où je viens, je mets sur un même plan c'est cette démarche, parce que c'est la démarche qui compte, qui permet, et c'est pour ça que j'ai essayé de repérer avec les 5E, parce que finalement on relie des problématiques industrielles, commerciales, d'usage, et en les reliant, moi j'appelle ça de la bonne conception. Et la bonne conception, dessin EIN, avec le dessin IN. Mais c'est vrai que c'est une confusion, parce que pour nous en France, ce qui est design, ou ce qui fait référence à la beauté, comme tu l'évoquais, a toujours un côté un petit peu lié à la forme. Alors qu'il faudrait un petit peu s'en éloigner. Très bien. L'usage n'est pas que dans la forme. Alors, c'est pas dans la forme, mais comment est-ce qu'on crée ces formes? J'ai remarqué qu'il y avait un nombre incalculable d'écoles, d'instituts de formation, des privés, des publics, sur tout le territoire national. Donc, donc, nous formons dans ce pays beaucoup de futurs designers. Alors, tu as raison, et ça participe bien de la confusion. De cette confusion où il y a à la fois des écoles de design qui seraient plutôt dans la conception avec une culture d'ingénieur, je pense à l'UT7 Compiègne ou à l'ISD Rubica à Valenciennes, alors qu'il y a surtout des écoles, à l'origine des écoles d'art, notamment puis art et design. Alors Saint-Étienne, c'est un bon exemple. Art et design, oui, mais c'est un très mauvais exemple pour les industriels. C'est art ou c'est design? Ah ben non, monsieur, c'est les deux. Ah d'accord, donc je comprends rien. Voilà. Donc c'est pas facile. Il y a des écoles d'art appliquées qui sont rattachées à l'éducation nationale. Il y a des écoles d'art qui sont rattachées à la culture. Il y a des écoles d'art appliquées qui sont privées et qui sont sur un autre statut. C'est notre spécialité d'être fouillis. Alors on est fouillis, mais est-ce que, étant fouillis, la France est quand même reconnue dans le monde comme étant une source d'inspiration et de création? Je pense que oui. Pas forcément à cause de ces écoles, même si je me mets à dos nos très bons amis qui dirigent les écoles et qui se donnent beaucoup de mal. Je pense qu'on est reconnu parce qu'au final, c'est quoi le bon design? C'est une affaire d'intelligence collective. Donc s'il y a un bon binôme avec une entreprise, s'il y a une intelligence collective entre l'entreprise et les designers, le résultat sera bon. Quelle que soit l'école qu'a fait le designer. Stark n'a pas fait d'école, c'est celui dont on parle le plus. Oraito n'a pas fait d'école, et on en parle aussi. Donc c'est d'abord une affaire d'intelligence collective. Une entreprise qui sait et qui va aller jusqu'au bout de son projet, où il y a une considération de l'utilisateur, une économie où on rentre dans le durable et dans le désirable, quel que soit le designer, le résultat sera... Si elle a une bonne démarche, avec un designer, elle ira jusqu'au bout. Pas besoin d'avoir un grand designer, même si les grands designers font des... Il y a des designers, je ne vais pas les nommer pour ne pas mettre les autres à dos, mais on a d'excellents designers en France, si je vais carrément les nommer. Helium Studio, c'est un designer dans l'industrie qui fait des choses remarquables, qui travaille pour Weezings, qui travaille ça va venir, qui a travaillé pour Castelli, qui fait des bouteilles d'eau que tu vois partout. On dirait un look d'Apple. C'est une excellente agence de design. Tu as une agence qui est celle de Patrick Join. Patrick a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Philippe Stark, qui vient de travailler sur les grands projets. Pendant 10 ans, ils ont travaillé sur toute la signalétique et toute l'harmonisation du mobilier des stations. Il y a 67 stations dans la RATP, enfin autour de Paris. J'ai rarement autant chercher mes mots qu'aujourd'hui. Alors, y a-t-il des liens avec d'autres métiers, comme par exemple les concepteurs dans la mode, comme par exemple le théâtre, l'opéra? Aujourd'hui, on parle beaucoup, grand succès, des comédies musicales, qui sont un genre qui fonctionne commercialement étonnamment. Netflix, les séries télé, les docus, est-ce qu'il y a des passerelles entre les décors, l'habillement?
Les passerelles, elles seront sur des métiers de la création. Là où il y a des enjeux justement de création, avec des besoins de choisir les bons matériaux, d'avoir l'esprit et l'identité qui conviennent, bien évidemment, les designers travaillent entre eux. Moi, je connais beaucoup de designers qui travaillent maintenant dans les décors de théâtre et les décors de cinéma. Et ça, c'est nouveau. Et c'est pourtant des designers industriels. Donc, ils ont une logique de modélisation, encore une fois, de choix des matériaux qui conviennent. Mais il n'y a pas suffisamment, la question est intéressante, il n'y a pas suffisamment de lien entre toutes nos professions créatives. Ah, mais pourtant, ça se crée de plus en plus, car les designers eux-mêmes font le grand saut. Il y a des gens qui sont... Alors, le côté, le petit Léonard de Vinci ou le petit Lagerfeld, qui va... Bon, Pharrell Williams, qui a fait un défilé Vuitton, au départ, c'est pas son boulot. Bon, il a été pris parce qu'il représente... D'abord, il a un talent, c'est évident, mais il a une représentation sociale et donc commerciale dont la marque profite. Hein, et donc on mélange un petit peu des talents, mais finalement ça sort. C'est nouveau, et c'est vrai que la mode est un peu... Elle prend un peu le lead là-dessus, parce qu'elle a des moyens et des surfaces de communication qui lui permettent d'agir de manière efficace. Moi, les designers dont je t'ai parlé, ils sont surtout dans l'industrie, donc il y a moins de notoriété. Dans l'industrie, la notoriété, c'est la marque, c'est pas le designer. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve très bien qu'on ait parlé de Mathieu Lehanner, qui a un talent fou, qui a beaucoup de poésie. À l'inverse, on n'a pas parlé de toute l'équipe au sein d'EDF, en l'occurrence, ça s'appelle EDF Pulse, qui a permis d'avoir la réalisation de la Novasque, sans laquelle le dessin de Mathieu n'aurait jamais pu flotter dans l'air. Bien sûr, tout à fait. Donc, ça montre bien qu'il faut de l'intelligence collective. Alors, collective, alors qu'est-ce qu'on fait avec les Chinois? Parce que tu as aussi une vie avec la Chine. Alors, les Chinois, on a de la chance, dans cette période de mondialisation où la géopolitique est en train de redessiner un peu le monde. Les États-Unis, d'un côté, j'avais des rendez-vous aujourd'hui avec les Indiens qui ne s'intéressent pas du tout à l'Europe, donc c'est compliqué. Les Chinois s'intéressent à la France, à l'Europe, mais surtout à la France, pour une raison qu'on a en commun, qui est l'art de vivre. Les Chinois, ils aiment vivre bien, ils aiment manger, ils aiment rire, ils aiment boire, ils aiment s'amuser, ils aiment rêver, et ils aiment bien la France pour ça. Donc j'ai eu la chance qu'une très grande organisation, ils étaient 450 000 architectes d'intérieur quand je les ai connus il y a 10 ans, un peu moins maintenant. 450 000, ne me demande pas en France combien. Et ils m'ont dit, on aimerait que vous nous décerniez un prix pour les meilleures réalisations d'architectes d'intérieur. J'étais un peu étonnée, mais j'ai dit oui. J'ai réuni un jury. La chance veut que la première année, j'avais des amis qui ont joué le jeu, qui avaient des postes très élevés chez Chanel, Arte Charpentier, compagnie, donc un beau jury. Et ils ont choisi des réalisations qui est aussi bien, alors on appelle ça hospitality, donc dans le domaine de restauration, hôtellerie, bureau, enfin il y a 7 ou 8 catégories, et on choisit chaque année les meilleures réalisations. Et depuis 3-4 ans, il y a des architectes d'intérieur internationaux, enfin étrangers, qui ont entendu parler de ce prix, qui s'appelle donc Grand Prix Design Paris, et qui sont inscrits l'année dernière. J'avais sur la tribune une Iranienne, un Polonais, un Américain, donc il y avait des gens que je n'avais pas l'habitude de voir dans ce prix, autrefois chinois, et qui maintenant prend de l'ampleur. C'est-à-dire que la Chine devient, pour nous, un organisme qui fait la promotion de l'art de vivre à la française dans le monde. Il n'y a que les Chinois pour avoir une démarche commerciale pareille. Mais c'est très passionnant. Alors, est-ce que justement le design est en train d'évoluer d'une façon vraiment internationale, ou tu penses qu'on reste dans des domaines un peu français, donc tu viens de citer? Alors, en ce qui concerne l'architecture intérieure, c'est évident qu'il y a des codes qui sont communs. Parce que, d'abord, on n'aurait pas de légitimité, nous, à aller primer quelque chose qui serait spécifiquement chinois, alors qu'on n'en a pas la culture. Donc, il y a beaucoup de codes qui sont communs. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'âge de ces jeunes, de ces patrons du design quand ils viennent à Paris. Ils ont à peine 35 ans. Ils ont déjà des agences énormes. Et je pense que s'ils répondent à des marchés, je ne sais pas, par exemple, un hôtel en Arabie Saoudite, on aura une concurrence réelle. Parce que leurs tarifs ne sont pas les mêmes, on le sait. Et puis nous, là où on met 10 personnes, eux, ils en mettent 50. Hein. Donc il y a une vraie concurrence. Mais ça n'empêche qu'ils ont une grande admiration pour ce que font les Français. Est-ce qu'il y a un dialogue véritablement entre nos designers français qui sont légion et très actifs, et puis ces Chinois qui arrivent un petit peu?
Je ne sais pas si on peut parler de dialogue, mais il y a des agences françaises qui sont installées en Chine et qui réussissent très bien parce qu'elles ont du talent. Il y a on a des architectes d'intérieur qui ont un succès formidable. Des gens comme Bruno Moinard, qui était l'ex-collaborateur d'André Poutman, et qui a une superbe, d'ailleurs, galerie d'édition dans le 6e. Il a des succès internationaux. Les grands architectes d'intérieur français ont des succès internationaux. Voilà. Est-ce qu'ils travaillent plus en Chine qu'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que le marché chinois est un peu en récession, surtout en matière d'immobilier? C'est pas là où ils auront les plus grandes signatures. Alors, quand est le prochain Janus, alors qu'on vient de te soutenir? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est que je suis sur des... J'aime bien... Janus permet d'avoir, je l'appelle mémoire et vision quelquefois, donc la culture de l'héritage, du patrimoine et en même temps la prospective et ce qui se passe dans le futur. On accompagne en ce moment une série de start-up qui vont être présentées au salon qui s'appelle le CES à Las Vegas, qui est le plus grand salon du digital et des start-up. Et nous, on va... Si le jury les sélectionne, il pourrait y avoir un Janus décerné à plusieurs startups. Et puis aussi, on a eu la chance de voir, comme d'habitude, des entreprises françaises qui sont, tu sais, parfois des PME. Tu ne sais pas à quel point, justement, des gens comme Fermob, Tuan, j'espère que ça ne t'arrive pas de tomber, mais tu seras bien content d'avoir une prothèse qui soit bien pensée, etc. Il y a beaucoup de design dans des PME françaises, beaucoup plus qu'on ne croit. Merci beaucoup Anne-Marie, et donc on va assister à ta remise des prix avec grand plaisir, et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission.